Vous êtes viré. Sortez de ma vue. Ce furent les derniers mots Alexander s'attendait à dire à la femme tremblante, trempée debout dans le hall de son restaurant phare. Il pensait qu'elle était juste une autre serveuse incompétente, irrespectueuse de son temps et de son entreprise. Il regarda avec froide satisfaction comme elle enleva son tablier, humiliée devant la ruée du déjeuner. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, quelque chose tomba de sa poche, un lourd badge laminé qui claqua sur le sol de marbre. Alexander se pencha pour le ramasser, ayant l'intention de le jeter à la poubelle, mais quand il le retourna, le sang se vida de son visage, le nom, le niveau d'autorisation, la photo. En une fraction de seconde, le milliardaire réalisa qu'il n'avait pas seulement viré une serveuse. Il avait juste fait la plus grande erreur de sa vie. La pluie à Manhattan ne tomba pas juste, elle punit. Elle martela contre les fenêtres teintées de la Maybach, s'arrêtant en grinçant à l'extérieur. Le Gilded Spoon, un des établissements de restauration les plus exclusifs de New York. À l'intérieur de la voiture, Alexander Sterling vérifia sa montre PC Philippe. 12h04. Il était en retard de 4 minutes et Alexander Sterling détestait être en retard. Mais il détestait les autres personnes étant en retard encore plus. À 42 ans, Alexander était l'image de la cruauté corporative américaine. Il n'était pas juste un PDG, il était un fixer. Quand une entreprise saignait du chêne, le conseil appelait Sterling. Il venait, coupait le budget, virait les poids de mort et vendait les restes pour un profit. Il était actuellement le PDG par intérim de Luminary Hospitality Group, la société mère du restaurant qu'il était sur le point d'inspecter. « Restez ici, chauffeur », Alexander murmura, poussant la porte ouverte. Il sortit dans le déluge. Le vent fouetta son trench coat anthracite alors qu'il se dirigeait vers les portes tournantes en laiton. Il n'était pas là pour un déjeuner agréable. Il était là parce que le Gilded Spoon sous-performait de 12% dans les marges trimestrielles, et Alexander avait l'intention de découvrir pourquoi. Il entra dans le hall, secouant l'eau de son parapluie. La chaleur du restaurant l'enveloppa, sentant l'huile de truffe et le parfum cher. Le maître d'hôtel, un homme transpirant nommé Dominic, se précipita, son visage pâle. « Monsieur Sterling, nous ne vous attendions pas avant la semaine prochaine. » Dominic bégaya, se frottant les mains. « C'est le but d'une inspection surprise, Dominic, » Alexander dit. « Sa voix, douce mais coupante. Trouvez-moi une table au centre de la pièce. Je veux voir comment votre personnel gère la ruée. » Dominic s'empressa d'obéir, claquant des doigts à un aide-serveur. Alexander fut assis à une table de choix. Il ne regarda pas le menu. Il regarda le sol. Il regarda la poussière sur les plaintes. Il regarda la vitesse des serveurs. De l'eau pétillante, pousse de glace. Alexander aboya à un serveur de passage. Il s'adossa, observant. Le restaurant était chaotique. La ruée du déjeuner était à son comble. Banquiers, mondains et touristes remplissaient chaque siège. Mais les yeux d'Alexander se rétrécirent sur une section près de la cuisine. 2 tables étaient non débarrassées. Un couple regardait autour clairement en attente de leur addition. « Où est-ce le serveur pour la section 4 ?» Alexander demanda à Dominic qui rôdait à proximité. « Ah, ça serait Sarah. Elle est un peu en retard, monsieur ?» Dominic dit, l'air terrifié. « En retard ?» Alexander haussa un sourcil. « Est-elle dans le bâtiment? » « Elle a appelé. Le métro est tombé en panne et la pluie. Les excuses sont la monnaie des échecs, Dominic. » Alexander se leva. « Si elle n'est pas là dans 2 minutes, virez-la. Si vous ne la virez pas, je vous vire. » La menace plana dans l'air, lourde et réelle. Dominic hocha la tête, déglutissant difficilement. À cet exact moment, la porte de service s'ouvrit en grand. Une femme se précipita. Elle était un désastre. Ses cheveux, bien que tirés en arrière, étaient frisottés par l'humidité. Son uniforme, une chemise blanche impeccable et un gilet noir, étaient humides aux épaules. Elle était essoufflée, sa poitrine se soulevant alors qu'elle essayait de lisser sa jupe.
C'était Sarah. Elle semblait avoir la fin de la vingtaine avec des yeux fatigués qui contenaient une énergie frénétique. Elle ne vit pas Alexander au début. Elle courut droit vers l'ordinateur de point de vente pour pointer. « Je suis tellement désolé, Dominique. » Elle murmura fort, inconsciente du prédateur assis à 1,5 mètres. Le train s'est retrouvé coincé dans le tunnel pendant 20 minutes, et puis l'école de ma fille a appelé. Je devais. « Sarah, arrête! » Dominique siffla, ses yeux allant vers Alexander. Alexander se leva lentement. Il ajusta ses boutons de manchette. Il marcha vers où Sarah se tenait. Elle se figea, sentant le changement dans l'atmosphère de la pièce. Elle leva les yeux et ses yeux rencontrèrent les siens. C'étaient des yeux saisissants, noisettes mouchetées de verre, mais remplis de panique. « Vous êtes en retard, » Alexander dit. Ce n'était pas une question. Sarah déglutit. « Monsieur, je sais la tempête. Regardez votre section. » Alexander pointa les tables non débarrassées. Ses clients ont attendu. Le couple à la table 12 a cherché une addition pendant 10 minutes. Vous coûtez de l'argent à cette entreprise. Je peux rattraper, Sarah supplia, tendant la main vers un tablier. Je suis le serveur le plus rapide que vous ayez. Donnez-moi juste 5 minutes. Je ne donne pas de temps, Alexander dit froidement. Je le retire. Vous êtes viré. Le restaurant devint silencieux. Le tintement de l'argenterie s'arrêta. Sarah le regarda, sa bouche légèrement ouverte. Virée, elle bégaya. « S'il vous plaît, monsieur, vous ne comprenez pas. J'ai besoin de ce cas. Ma fille, elle a besoin. » Tout le monde a une histoire triste. Alexander interrompit, sa voix s'élevant juste assez pour porter à travers la pièce. Le marché ne se soucie pas de votre fille. Les clients payant 50 $ pour une salade ne se soucient pas de votre trajet en train. Vous êtes peu fiable. Et dans mon entreprise, les parties peu fiables sont remplacées. Il se tourna vers Dominique. Sortez-la maintenant et traitez son chèque final. Envoyez-le par la poste. Je ne veux pas qu'elle soit dans les locaux une seconde de plus. Le visage de Sarah s'effondra. Pendant une seconde, Alexander pensa qu'elle pourrait crier ou faire une scène. C'est ce qu'elle faisait habituellement. Mais elle ne le fit pas. Elle le regarda juste avec une profonde, écrasante déception. Ce n'était pas de la colère, c'était de la pitié. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, » elle murmura. « Je sais exactement ce que je fais, » Alexander ricana. « Je nettoie. » Sarah détacha son étiquette de nom. Elle la plaça doucement sur le comptoir d'accueil. Elle ne regarda pas Dominique. Elle se retourna, attrapa son sac fourre-tout en cuir usé et marcha vers la sortie. Elle tint la tête haute, malgré les larmes coulant clairement sur son visage. Alexander sentit une vague de triomphe. Il avait affirmé sa dominance. Il avait établi la norme. Maintenant, Alexander se tourna vers le personnel terrifié. Retournons au travail. Un son coupa l'attention. Quelque chose de dur était tombé du sac de Sarah alors qu'elle le balançait sur son épaule près de la porte. Elle ne l'entendit pas par-dessus le son de ses propres sanglots étouffés et le bruit ambiant de la pluie à l'extérieur. Elle traversa les portes tournantes et disparut dans la tempête. Alexander fronça les sourcils. Il regarda le sol près de l'entrée. Étendu sur le marbre poli était un cordon. Ce n'était pas la ficelle noire bon marché que le restaurant délivrait. C'était une sangle tissée bleue épaisse avec un lourd boîtier en plastique au bout. Désordonné jusqu'à la fin, Alexander murmura. Il marcha vers la porte, ayant l'intention de le repousser du pied ou de le donner à Dominique pour qu'il le jette. Il se pencha et le ramassa. C'était plus lourd qu'une carte d'identité normale. Il le retourna. Alexander Sterling figea. Le monde autour de lui, le cliquetis des assiettes, la musique jazz, la pluie cessèrent d'exister. Tout son focus se rétrécit sur l'objet dans sa main. Ce n'était pas une carte d'identité de serveur. Ce n'était pas un permis de conduire. C'était un badge de sécurité. Mais pas n'importe quel badge de sécurité. Le logo embossé en feuille holographique en haut était une double hélice enroulée autour d'une épée. Sterling Archer Bayard Defense.
C'était l'entreprise héritée de sa famille, l'entreprise qu'il avait vendue en morceaux il y a 15 ans après la mort de son père, l'entreprise qui n'existait plus, du moins le pensait-il. Mais ce n'était pas ce qui fit arrêter son cœur. C'était le niveau d'autorisation imprimé en caractères gras rouges. Niveau 5, administrateur exécutif, et le nom Sarah Jakes Sterling. Alexander fixa la photo. C'était la serveuse, mais elle avait l'air plus jeune, plus propre, portant une blouse de laboratoire. Son souffle se coupa dans sa gorge. Sterling. Il n'avait pas de sœur. Son frère Caleb était mort dans un accident de voiture il y a 20 ans, célibataire et sans enfant. Il était le dernier Sterling, du moins le croyait-il, pendant 20 ans. Il serra le badge si fort que le plastique craqua. Il leva les yeux vers la porte tournante où elle venait de disparaître. « Dominic! » Alexander rugit, sa voix se brisant avec un désespoir qui terrifia le personnel. « Arrêtez-la! Ne la laissez pas prendre un taxi! » Mais la rue à l'extérieur était vide, sauf pour la pluie grise implacable. Alexander éclata à travers les portes tournantes du Gilded Spoon, insouciant de l'eau trempant son costume à 3000 $. Il scanna la 5e avenue frénétiquement. Des taxis jaunes passaient en flou, éclaboussant l'eau sur le trottoir. Des piétons étaient blottis sous des parapluies noirs, sans visage et pressés. « Sarah! » il cria, se sentant stupide au moment où le nom quitta ses lèvres. Il ne la connaissait même pas. Il connaissait une serveuse nommée Sarah. Mais la femme sur le badge, Sarah Sterling, il n'y avait aucun signe d'elle. Il se retourna, faisant irruption dans le restaurant. Dominic se tenait là, tenant une serviette, l'air d'être face à un peloton d'exécution. « Monsieur Sterling, taisez-vous. » Alexander claqua. Il leva le badge. « Qui est-elle? D'où vient-elle? » Dominic cligna des yeux, confus par le changement de comportement de son patron. « Sarah, elle est avec nous depuis environ 6 mois. Bonne employée, habituellement. Calme, gardée pour elle-même. » L'application, Alexander exigea, marchant vers le bureau du gérant. « Je veux voir son dossier d'emploi maintenant. » Dominic s'empressa de déverrouiller la porte du bureau. Il tira un dossier d'une armoire et le tendit à Alexander. Alexander l'ouvrit en le déchirant, étalant les papiers sur le bureau. Nom, Sarah Miller. Adresse 402 East 118th Street. Appartement Quad B. Contact d'urgence aucun listé. Emploi précédent dîner dans le Queens. Commerce de détail chez Macy's. Faux, Alexander murmura. C'est tout faux. Il regarda le badge dans sa main à nouveau. Sterling Archibald Defense. Cette division gérait des contrats gouvernementaux classifiés. L'autorisation de niveau 5 signifiait qu'elle n'était pas juste une employée. Elle avait accès aux archives profondes. Le trust familial, les brevets génétiques, les choses que le père d'Alexander avait cachées avant l'effondrement. Pourquoi une femme avec une autorisation de niveau 5 chez un entrepreneur de défense multimillionnaire défunt attendrait-elle des tables pour un salaire minimum plus des pourboires? Et pourquoi avait-elle son nom de famille? Alexander sortit son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis le vote du conseil qui avait évincé son père. Il composa un numéro qui n'était pas enregistré dans ses contacts, un numéro qu'il avait mémorisé pour les urgences seulement. « Identifiez-vous. » Une voix déformée répondit. « C'est Sterling. J'ai besoin d'une recherche sur un nom vite. Priorité alpha. » « Allez-y. » Sarah Miller, aussi référence croisée avec Sarah Sterling. Faites une reconnaissance faciale si vous pouvez pirater le flux de sécurité du Gilded Spoon. Je vous envoie une image d'un badge que j'ai trouvé. Alexander prit une photo de la carte d'identité et appuya sur envoyer. Je dois savoir qui elle est et je dois savoir pourquoi elle a un badge d'une entreprise qui a été fermée depuis 15 ans. Donnez-moi 10 minutes, la voix dit. La ligne devint morte. Alexander s'enfonça dans la chaise du gérant, ignorant Dominic, qui se cachait dans le coin. Il passa son pouce sur le badge. Il était vieux, rayé. La date d'expiration était indéfinie. Son esprit remonta à son frère Caleb.
Caleb était le garçon en or, le scientifique, celui que leur père, Robert Sterling, avait aimé. Alexander était l'homme d'affaires et la souris, le requin, la déception. Caleb était mort à 24 ans dans un accident de voiture enflammé dans les Alpes suisses. Alexander avait identifié le corps lui-même. C'était un cercueil fermé. Caleb avait-il eu une vie secrète? Le téléphone d'Alexander vibra. Un message texte. C'était un fichier. Il l'ouvrit. Sujet. Sarah Jane Sterling Miller. Date de naissance 14 juin 2000. Père, Caleb Sterling. Décédé. Mère, Lelanena Miller. Statut décédé. Disparu. Présumé mort. Alexander sentit l'air quitter la pièce. 14 juin 2000. C'était 4 ans avant la mort de Caleb. Caleb avait un enfant, une fille, et il n'avait jamais dit à Alexander. Il défila vers le bas. Le rapport était succinct, mais accablant. Lelanena Miller avait été une chercheuse junior chez Sterling Archer. Il y avait des accords de non-divulgation signés, des pots de vin, un fonds de secret. Son père savait. Robert Sterling avait su qu'il avait une petite fille. Il avait payé la mère pour qu'elle disparaisse. Et quand Robert mourut, les paiements s'arrêtèrent. Alexander sentit une vague de nausée. Il venait de virer sa propre nièce. Il avait humilié le dernier lien vivant avec son frère. Mais il y avait autre chose. Une note au bas du rapport de renseignement. Signalé. L'ID du badge correspond à un coffre-fort à la Banque cantonale de Zurich. Contenu inconnu. L'accès nécessite une vérification biométrique d'un héritier Sterling vivant. La réalisation le frappa comme un coup physique, le testament de son père. Il avait été contesté pendant des années. Des millions de dollars en actifs, brevets et propriétés étaient enfermés dans une fiducie aveugle accessible uniquement aux bénéficiaires. Alexander avait dépensé des millions en frais juridiques pour essayer de briser cette fiducie, supposant que son père l'avait juste enfermé pour le contrarier. Il ne l'avait pas enfermé pour contrarier Alexander. Il l'avait enfermé pour elle. Sarah était la clé, littéralement. Dominic, Alexander dit, sa voix terrifiante calme. « Oui, monsieur. Faites venir ma voiture et donnez-moi l'adresse de son dossier, celle de East Harlem. » « Monsieur, ce quartier, ce n'est pas... » « Je m'en fiche. » Alexander se leva, mettant le badge dans sa poche. « Et Dominique, oui. Si quelqu'un demande, Sarah n'a pas été virée. Elle est en congé payé. Congé payé indéfini. Si vous dites le contraire à qui que ce soit, je brûlerai ce restaurant jusqu'aux fondations avec vous dedans. » Alexander sortit du bureau. La chasse était ouverte. Mais ce n'était pas un rachat d'entreprise. C'était une histoire de fantôme, et le fantôme venait de sortir par sa porte d'entrée. Il monta dans la Maybach. Le chauffeur le regarda dans le rétroviseur. « Où allez, Monsieur Sterling? »« East 118th Street, » Alexander dit, fixant la pluie rayant la vitre. « Et conduisez vite. J'ai le sentiment que je ne suis pas le seul à la chercher. » Alors que la voiture s'insérait dans le trafic, Alexander regarda le badge une dernière fois. Il le retourna. Il y avait une inscription griffonnée dans le plastique, à peine visible. « Ne fais pas confiance à Xander. » Xander. C'était ce que Caleb l'appelait. Sarah avait été prévenue à son sujet. Par qui? Caleb était mort. Son père était mort. À moins que... Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent. À moins que Caleb n'était pas mort. La Maybach ressemblait à un vaisseau spatial atterri au mauvais siècle alors qu'elle stationnait devant l'immeuble de briques décrépit de la East Street. Le quartier était sale, sentant l'asphalte mouillé et les vieilles ordures. Alexander Sterling sortit. Ses chaussures italiennes en cuir éclaboussèrent une flaque d'eau de substance douteuse. Il ne broncha pas. Il était concentré. Il vérifia le dossier que Dominic lui avait donné. Appartement 4B, pas d'interphone, pas de portier, juste une porte métallique rouillée qui avait été calée ouverte avec une brique. Alexander monta les escaliers. Il sentait le chou et la fumée de cigarette ronce.
Les graffitis sur les murs étaient épais. C'était loin des penthouses et des domaines auxquels il était habitué. C'était loin de la vie qu'un Sterling devrait mener. La culpabilité, une émotion rare et inconfortable pour Alexander, lui picota la poitrine. La fille de mon frère vit ici. Il atteignit le 4e étage. Il leva la main pour frapper à la porte 4B, mais s'arrêta. La porte était entr'ouverte. Le bois éclaté autour du cadre de la serrure suggérait qu'elle n'avait pas été laissée ouverte par accident. Elle avait été enfoncée. Les instincts d'Alexander, aiguisés dans la salle de conférence mais étonnamment applicables à la survie de rue, crièrent au danger. Il poussa la porte lentement avec son pied. « Sarah » il appela, sa voix résonnant dans le petit appartement sombre. Pas de réponse. Il entra. L'endroit était sens dessus dessous, matelas retourné, tiroir tiré et vidé sur le sol. Un jouet d'enfant, un lapin en peluche avec une oreille gisait face contre terre dans un tas de verre brisé. La panique, froide et vive, lui transperça l'estomac. Il n'était pas juste trop tard pour s'excuser. Il était trop tard pour la sauver. Il traversa les débris, ses yeux cherchant des indices. Il se rendit dans la minuscule cuisine. La table était renversée, mais sur le réfrigérateur, tenu par un aimant en forme d'ananas, il y avait un dessin. C'était une esquisse au crayon d'un grand homme en costume tenant la main d'une petite fille. En dessous, en lettres capitales enfantines, il était écrit « Oncle Xander nous sauvera ». Alexander le fixa. Oncle Xander, elle le connaissait. Elle avait parlé de lui à sa fille malgré l'avertissement sur le badge. Ne fais pas confiance à Xander. Elle l'avait dépeint comme un sauveur pour son enfant. Ou peut-être qu'elle avait prévu de venir le voir depuis le début, mais la peur l'avait retenu. Un bruit vint du placard de la chambre, un gémissement doux et étouffé. Alexander se retourna. Il se déplaça silencieusement vers la porte du placard. Il attrapa la poignée et l'ouvrit d'un coup. Blotti dans le coin, enfoui sous une pile de manteaux d'hiver, il y avait une petite fille. Elle ne pouvait pas avoir plus de 6 ans. Elle avait les yeux noisettes de Sarah et le menton de Caleb. Elle tremblait, serrant un petit carnet rouge contre sa poitrine. « Hey !» Alexander dit, sa voix inhabituellement douce. Il s'accroupit. « Je ne vais pas te faire de mal. » La fille le fixa, les yeux écarquillés. Puis elle regarda son visage, puis le dessin sur le frigo, visible à travers l'embrasure de la porte, puis de nouveau lui. « Vous êtes lui », elle murmura. « Le méchant homme », Alexander grimaça. « Je suis Alexander. Êtes-vous la fille de Sarah? Maman a dit, si tu venais un jour, je devrais me cacher. » La fille dit, sa voix tremblante. Elle a dit, « Vous vous souciez plus de l'argent que des gens. » Votre maman? Alexander déglutit difficilement. « Où est votre maman? » Les hommes l'ont prise. La fille dit, une larme coulant sur sa joue. Il portait des vêtements noirs. Il voulait la clé. Maman m'a crié de me cacher. Elle a dit, « Donne-la à oncle Xander seulement si tu dois, mais ne lui fais pas confiance. » La clé? Elle vous a donné quelque chose? Alexander demanda doucement. La fille hésita, puis lentement, elle tendit le carnet rouge. Elle dit, « Ceci est la carte. » Elle a dit, « La clé n'est pas une chose, c'est un lieu. » Alexander prit le carnet. C'était un vieux journal de laboratoire. Il reconnut l'écriture instantanément. C'était celle de Caleb. Soudainement, le bruit de bottes lourdes résonna dans les escaliers à l'extérieur. Pas la police. Trop lourd, trop rapide. « Sont-ce les hommes? » Alexander demanda. La fille hocha la tête, la terreur s'emparant de son visage. « D'accord, » Alexander dit, une détermination d'acier, durcissant ses traits. Il se leva et tendit sa main. « Je suis peut-être le méchant homme, gamine, mais en ce moment, je suis le seul homme que tu es. Nous partons. » La fille regarda la porte, puis la main d'Alexander. Elle la prit. Alexander la souleva dans ses bras. Elle était étonnamment légère et se dirigea vers la fenêtre de l'escalier de secours. Il n'allait pas sortir par la porte d'entrée.
Il brisa la moustiquaire. « Accrochez-vous bien » il ordonna. Alors qu'il descendait l'échelle métallique rouillée dans l'allée, la porte d'entrée de l'appartement au-dessus d'eux s'ouvrit en grand. « Videz les pièces !»« Trouvez la fille !» cria une voix. C'était un accent russe, épais, lourd. Alexander toucha le sol en courant. Il sprinta vers la rue principale où la Maybach attendait. « Démarrez la voiture !» il cria à son chauffeur avant même d'atteindre la porte. Il se jeta lui-même et la fille sur la banquette arrière juste au moment où deux hommes en équipement tactique sombre sortirent de l'allée, armes au poing. « Allez, conduisez !» Alexander rugit. Le chauffeur obéit. La Maybach gronda, les pneus fumants, et s'élança juste au moment où une balle brisa le pare-brise arrière. Alexander poussa la tête de la fille sur ses genoux. Resté baissé, il regarda en arrière. Les hommes couraient vers un SUV noir. « Nous avons une queue », Alexander dit, sortant son téléphone. Il composa le numéro de son chef de la sécurité. « Code rouge, j'ai besoin d'une équipe d'extraction. Je suis sur la 118e, direction ouest. J'ai un colis et j'ai des hostiles. » La petite fille leva les yeux vers lui, tremblante. « Allez-vous me virer aussi? » Alexander la regarda, le sang sur sa main d'une coupure qu'il avait eue sur l'escalier de secours. Il regarda le carnet rouge. « Non, » Alexander dit, sa voix féroce. « Je vais vous embaucher. Nous avons un travail à faire. Nous allons récupérer votre mère. » Ils roulèrent pendant 1 heure, serpentant à travers la ville pour semer la queue avant d'arriver au penthouse d'Alexander à Tribeca. C'était une forteresse de verre et d'acier, impénétrable et froide. À l'intérieur, la petite fille, dont il apprit qu'elle s'appelait Lily, était assise sur un immense canapé en cuir blanc qui coûtait plus que le salaire annuel de sa mère. Elle avait l'air minuscule et déplacée. Alexander avait ordonné à son chef privé de faire du fromage grillé et de la soupe à la tomate, la seule chose adaptée aux enfants à laquelle il pouvait penser. Alexander était assis à la table à manger, le carnet rouge ouvert devant lui. Il était rempli de formules chimiques, de séquences génétiques et de gribouillis erratiques. C'était la descente de Caleb dans la folie ou le génie. Les dates allaient jusqu'au jour de sa mort. Mais les dernières repas étaient différentes. Elles étaient écrites en code. « C'est un chiffrement par substitution », Alexander murmura. Il faisait ça quand nous étions enfants, basé sur le tableau périodique. Il attrapa un stylo et commença à décoder. Cela lui prit 20 minutes. Quand il eut fini, il fixa le texte traduit. « Le protocole chimère n'est pas un remède. C'est une arme. Père veut le vendre. Je ne peux pas laisser cela arriver. J'ai divisé la clé en 3 parties. La première partie est dans le sang. La deuxième partie est dans la banque. La troisième partie est dans le passé. » Alexander se frotta les tempes. Le protocole chimère. Il se souvenait d'avoir entendu des rumeurs à ce sujet. Un sérum bio-régénérateur qui était censé guérir le cancer. Mais si Caleb avait raison, il faisait autre chose, quelque chose de dangereux. « La première partie est dans le sang », Alexander murmura. Il regarda Lily qui mangeait sa soupe avec lassitude. Le sang, l'ADN, Sarah, Lily, elles étaient des porteuses. C'est pourquoi les Russes les voulaient. Ils ne voulaient pas juste le carnet. Ils avaient besoin des marqueurs génétiques pour déverrouiller les données. La deuxième partie est dans la banque. Cela correspondait aux informations sur le coffre-fort de Zurich. La troisième partie est dans le passé. C'était l'énigme. Le téléphone d'Alexander sonna. C'était un numéro inconnu. Il le mit sur haut-parleur. « Monsieur Sterling », une voix ronronna. Elle était douce, synthétique et profondément troublante. « Vous avez quelque chose qui nous appartient. » « J'ai beaucoup de choses, » Alexander répondit froidement. « Vous devrez être plus précis. La file et le livre. Nous avons la mère. Nous sommes prêts à faire un échange. » La prise d'Alexander sur le téléphone se resserra. « Si vous la touchez, Sarah est confortable pour l'instant, mais notre patience est mince. Nous savons que vous êtes un homme d'affaires, Monsieur Sterling. Ceci est une transaction. Le protocole chimère vaut des milliards. Vous ne vous souciez pas de la famille.
Vous ne l'avez jamais fait. Apportez-nous la fille et le livre, et nous vous donnerons la mère et 10% de la vente. C'est 5 milliards de dollars. Alexander regarda Lily. Elle avait arrêté de manger et le regardait. Elle ressemblait tellement à Caleb. 5 milliards de dollars. C'était une somme d'argent obscène, assez pour acheter des pays. L'ancien Alexander, l'homme qui était entré dans le restaurant il y a 3 heures, aurait accepté l'accord sans cligner des yeux. Il l'aurait rationalisé, bien commun, coupé les pertes. Mais il regarda le carnet rouge, il regarda l'avertissement. Ne fais pas confiance à Xander. Caleb était mort en croyant que son frère le trahirait. Sarah avait vécu sa vie dans la pauvreté, croyant que son oncle était un monstre. Alexander ferma les yeux. Pas d'accord, Alexander dit. Excusez-moi. La voix perdit sa douceur. J'ai dit, pas d'accord. Et si vous blessez Sarah, j'utiliserai chaque dollar que j'ai, et j'ai des milliards, pour vous traquer. Je n'enverrai pas la police. Je n'enverrai pas d'avocats. J'enverrai des mercenaires. Et je les ferai vous effacer de la surface de la terre. Vous faites une erreur, Monsieur Sterling. Vous ne pouvez pas arrêter ce qui arrive. Je n'essaie pas de l'arrêter, Alexander dit, sa voix tombant à un grognement. Je viens pour le finir. Il raccrocha, il marcha vers Lily. Lily. Hey. Lily, il dit, sais-tu où ta maman et toi aviez l'habitude d'aller? Un endroit du passé? Peut-être un endroit où elle t'a emmené qui était spécial pour son papa? Lily réfléchit un instant. Nous sommes allés au musée, celui avec la grande baleine. Le musée d'histoire naturelle? Non, le vieux, celui à la campagne. Maman a dit que Papy Caleb avait l'habitude de s'y cacher quand il était enfant. Alexander se figea. Le vieux domaine, la maison ancestrale des Sterling dans la vallée de l'Hudson. Il était abandonné depuis des décennies. Il y avait un musée privé sur le terrain où leur père gardait ses trophées. Caleb et Alexander jouaient à cache-cache là-bas. La troisième partie est dans le passé. Lily, Alexander dit, se levant, prends ton manteau. Où allons-nous? Nous allons chez ton grand-père et nous allons poser un piège. Alexander attrapa le carnet. Il marcha vers son coffre-fort mural, l'ouvrit et sortit une arme, un élégant pistolet noir qu'il n'avait pas serré depuis des années. Il le glissa dans sa ceinture. Il n'était plus un PDG. Il était un Sterling, et les Sterling se battaient salement. Le trajet vers le nord dans la vallée de l'Hudson fut un voyage dans la gorge de la tempête. La pluie était passée d'une averse à un déluge, emportant la crasse de New York City et la remplaçant par l'obscurité oppressante et envahissante des bois profonds. Les phares de la Maybach coupaient la brume, illuminant des chaînes anciennes qui se tordaient comme des doigts noueux contre le ciel noir. Alexander conduisit en silence. À côté de lui, sur le siège passager, Lily avait finalement succombé à l'épuisement. Elle dormait la tête contre la fenêtre, le carnet rouge toujours serré dans ses petites mains. Chaque fois que la voiture frappait d'une bosse, elle gémissait doucement. Un son qui déchira la contenance d'Alexander plus efficacement que n'importe quelle menace de conseil d'administration n'aurait jamais pu le faire. Il la regarda vraiment dans la lueur des lumières de tableau de bord. Elle avait le nez de Caleb. Elle avait la même mâchoire têtue qu'Alexander se souvenait d'avoir vue sur son frère quand ils se disputaient à propos du Monopoly ou des soldats de plomb. J'ai tout manqué. Alexander pensa, un goût amer lui montant à la gorge. J'ai manqué ses premiers pas. J'ai manqué ses premiers mots. J'étais occupé à acheter des hôtels à Dubaï pendant que ma nièce vivait dans un immeuble. Ils quittèrent l'autoroute principale pour une route de gravier qui n'avait pas été pavée depuis les années 1980. Un portail en fer rouillé se dressait devant. Le blason de la famille Sterling, un lion rampant, tenant d'une clé, à peine visible sous des vignes de lierre étouffantes. Alexander arrêta la voiture. Il n'avait pas de télécommande. Le système électronique était mort il y a une décennie. Il sortit dans la boue, ses mocassins à $3 000 ruinés instantanément.
et poussa contre le fer froid et humide avec un gémissement de métal protestataire qui sonnait comme une bête mourante. Les portes cédèrent. C'était Blackwood Manor, l'endroit où les frères Sterling avaient passé leurs étés, l'endroit où leur père, Robert Sterling, s'était lentement retiré du monde pour s'obséder de son héritage. Alexander remonta le chemin sinueux. La maison émergea de l'obscurité, une monstruosité victorienne de tourelles et de fenêtres noires. Elle ressemblait à une tombe. À bien des égards, elle l'était. « Nous sommes ici », Alexander murmura, secouant doucement Lily. Elle se réveilla en sursaut, les yeux papillonnant de panique avant de se poser sur lui. « Est-ce le musée ?»« C'est la maison de mon père », Alexander dit. « Mais oui, le musée est à l'arrière. » Ils entrèrent par l'entrée des domestiques, Alexander forçant la porte car il avait perdu ses clés il y a des années. L'air à l'intérieur était vicié, glacial, et sentait la pourriture et le vieux papier. Il utilisa la lampe de poche de son téléphone pour les guider. La maison était exactement comme il l'avait laissée il y a 15 ans. Des meubles drapés de draps blancs ressemblaient à des fantômes debout dans l'obscurité. Des tableaux d'ancêtres sévères regardaient de haut, jugeant, depuis le papier peint des cahiers. « C'est effrayant », Lily murmura, agrippant l'ourlet de trench-coat trempé d'Alexander. « C'est juste une vieille maison », Alexander dit, bien que son propre cœur battait la chamade. « Venez, la bibliothèque est par là. » Ils traversèrent le grand hall, leurs pas résonnant fort sur le parquet. Alexander la conduisit aux massives doubles portes au bout de l'aile est. C'était le sanctuaire privé de Robert Sterling, moitié bibliothèque, moitié musée de curiosités. Alexander poussa les portes. Le faisceau de sa lumière balaya la pièce. Elle était remplie de taxidermies, un grizzly poussiéreux, des vitrines de papillons exotiques et des squelettes de petits animaux. Mais au centre de la pièce se tenait un massif bureau en acajou et derrière lui un mur de livres reliés en cuir. « D'accord, » Alexander dit, posant le carnet rouge sur le bureau. La troisième partie est dans le passé. Caleb a dit qu'il l'avait caché là où il avait l'habitude de se cacher. Alexander regarda autour de la pièce. Quand nous étions enfants, ton père et moi jouions à cache-cache ici. J'étais toujours le chercheur. Caleb était le cacheur. Il était bon. Il pouvait se faufiler dans des espaces où je ne pouvais pas. Il ferma les yeux, forçant son esprit à remonter 30 ans en arrière. « Où es-tu allé, Caleb? Quel était le seul endroit où je ne pouvais jamais te trouver? » Il se rappela la frustration. Il se rappela crier « J'abandonne, sors !» Et il se rappela le rire de Caleb. Il semblait toujours venir des murs eux-mêmes. « Le monte charge, » Alexander murmura. « Le quoi? » Lily demanda. C'était un ascenseur de service pour la nourriture. C'était derrière le panneau de la cheminée. Alexander se précipita vers la massive cheminée en pierre. Il sentit le long de la corniche en bois sculpté, cherchant le loquet caché qu'ils avaient découvert enfant. Ses doigts trouvèrent une petite indentation derrière une rosette sculptée. Il appuya dessus. Clic. Une section du lambris en bois à côté de la cheminée s'ouvrit. Derrière elle se trouvait un petit puits poussiéreux avec un système de poulies. Et posé sur le sol du monte-charge, couverte de 20 ans de poussière, il y avait une boîte à lunch métallique. C'était une boîte à lunch He-Man, la préférée de Caleb. Les mains d'Alexander tremblèrent alors qu'il la saisissait et la sortait. Elle claqua. « C'est ça ?» Lily demanda, se tenant sur la pointe des pieds. Alexander posa la boîte à lunch sur le bureau. Il ouvrit le loquet rouillé. À l'intérieur, il n'y avait pas de sandwich, pas de thermos. Il y avait une fiole en verre enfermée dans de la mousse remplie d'un liquide argenté chatoyant. À côté se trouvait une clé USB et une lettre. Alexander déplia la lettre. Le papier était jauni. « Cher Xander, si tu lis ceci, je suis mort. Et te connaissant, tu es probablement celui qui l'a trouvé parce que tu es le seul assez têtu pour continuer à chercher. Je sais que nous n'avons pas parlé. Je sais que tu penses que je te hais pour avoir pris le parti de papa. Mais je n'ai pas pris son parti, Xander. Je suis resté pour l'arrêter.
Le protocole chimère n'est pas un remède. Il réécrit le génome. Il dépouille l'empathie, la peur et la moralité pour créer un soldat parfait. Il transforme les hommes en monstres. Papa voulait le vendre au plus offrant. J'ai volé l'échantillon maître. Cette fiole, c'est lui, la seule. Les données sur la clé sont l'antidote au code de réversion. J'ai dit à Sarah de ne jamais te faire confiance parce que je savais que si papa découvrait que tu étais impliqué, il t'utiliserait pour m'atteindre. Je devais te protéger de son monde. Je suis désolé de t'avoir repoussé. Tu as toujours été le plus fort. Sois fort maintenant. Protège mes filles, amour Caleb. Des larmes chaudes et rapides brouillèrent la vision d'Alexander. Il avait passé 2 décennies à construire une armure d'indifférence, convaincu que son frère le méprisait, mais Caleb l'avait repoussé pour le sauver. « Qu'est-ce que ça dit? » Lily demanda doucement. Alexander essuya ses yeux brutalement. « Ça dit que ton papa nous aimait tous les deux beaucoup, et ça dit que nous devons finir ça. » Il regarda la fiole. Le liquide argenté tourbillonna sinistrement. C'était ce que les Russes voulaient. C'était ce pourquoi Sarah mourait. Soudainement, le silence de la maison fut brisé. Crac. Le bruit de pneus sur le gravier. Plusieurs voitures. Alexander éteignit sa lampe de poche instantanément. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant à travers les lourds rideaux de velours. Dans l'allée, des projecteurs coupaient la pluie. 3 SUV noirs avaient encerclé sa Maybach. Des hommes en sortaient, armés, blindés et professionnels. Alexander en compta 8. Non, 10, et au centre, un homme en long manteau beige sortit. Il tenait un parapluie dans une main. De l'autre, il traînait une femme hors du siège arrière du SUV de tête. Sarah. Elle boitait. Son visage était tuméfié, sa lèvre fendue, mais elle était vivante. L'homme au manteau beige leva les yeux vers la maison. Il ne cria pas. Il leva juste un téléphone à son oreille. Le téléphone d'Alexander vibra dans sa poche. « C'est l'heure du spectacle. » Alexander murmura. Il regarda Lily. La peur dans ses yeux était totale, paralysante. Il s'agenouilla, lui agrippant les épaules. « Lily, écoute-moi. J'ai besoin que tu sois courageuse. Plus courageuse que tu ne l'as jamais été. » Il prit la clé USB et la fiole. Il mit la clé dans sa poche, mais il remit la fiole dans la boîte à lunch. « Je vais descendre là-bas, » Alexander dit. « Non. » Lily l'attrapa. « Ils vont te tuer. » « Ils ne le feront pas. » Alexander mentit. « J'ai ce qu'ils veulent, mais j'ai besoin que tu te caches. Pas ici. Les méchants hommes chercheront d'ici. » Il regarda le puits du mont de charge. C'était petit, étroit. « Entre, » Alexander dit. « Il fait noir, » il gémit. « Je sais, mais tu y entres. » Caleb y entrait. « J'ai besoin que tu grimpes les cordes jusqu'au 2e étage. Il y a un loquet là-bas. Attends que je vienne te chercher. Ne fais pas un bruit. Même si je crie. Même si maman crie. Tu comprends? » Lily sanglota, mais elle hocha la tête. Elle grimpa dans le puits poussiéreux. Alexander la regarda se hisser dans l'obscurité. Il ferma le panneau. Il était seul. Il ramassa la boîte à lunch. Il vérifia l'arme dans sa ceinture. Il prit une profonde inspiration, lissant ses cheveux mouillés en arrière. Il boutonna son trench coat. Il n'était plus le PDG de Luminary Hospitality Group. Il était le PDG par intérim de Douleur et Conséquences. Alexander Sterling sortit de la bibliothèque et se dirigea vers la porte d'entrée. Les portes d'entrée de Blackwood Manor s'ouvrirent avec un gémissement théâtral. Alexander se tenait dans le cadre, silhouetté par la faible lumière du lustre du couloir derrière lui. Il tenait la boîte à lunch He-Man dans sa main gauche, nonchalamment comme s'il portait une mallette à une réunion. La pluie martelait l'allée. Les projecteurs des SUV l'aveuglaient, mais il ne cligna pas des yeux. Il descendit les marches de pierre une par une jusqu'à ce qu'il se tienne à 10 mètres du mur d'hommes armés. « Votre intrusion est une violation !» Alexander cria. Sa voix était sonore, projetant sur la tempête avec une autorité pratiquée. « Ceci est une propriété privée. » L'homme au manteau beige s'avança. Il était plus âgé, avec des cheveux argentés et un visage qui semblait avoir été sculpté dans le granit.
C'était Victor Voulov. Il sourit une expression mince et sans humour. Monsieur Sterling, Voulov dit. Sa voix était le même ronronnement synthétique du téléphone, mais plus doux en personne. J'admire votre ponctualité et votre nostalgie. Il fit un geste vers la boîte à lunch. Laissez-la partir, Alexander dit, ses yeux fixant Sarah. Elle était maintenue par 2 gardes. Elle leva les yeux, ses yeux gonflés. Quand elle le vit, elle n'eut pas l'air soulagée. Elle eut l'air terrifiée. « Xander, cours !» elle cria, sa voix se brisant. « Ne leur donne pas. Cours !» L'un des gardes la frappa du revers de la main. Elle s'écroula, haletante. La main d'Alexander tressaillit vers son arme, mais il se retint. 10 fusils d'assaut étaient pointés sur sa poitrine. Il serait mort avant de dégainer. « Retouchez-la », Alexander dit, sa voix tombant à un faible grondement. « Et je lâche cette boîte. » Cette boîte. La fiole à l'intérieur est en verre. Si elle se brise, l'échantillon est perdu à jamais. Voulov leva une main, signalant à ses hommes de se tenir tranquilles. « Calme, calme. Nous sommes tous des hommes d'affaires ici. Vous avez la marchandise, j'ai le levier. L'échange est simple. » Il n'y a rien de simple à remettre une arme biologique à un mercenaire, Alexander dit. Je sais ce qu'elle fait, Voulov. Elle retire l'humanité. Est-ce que ce que vous voulez, une armée de psychopathes? Voulov rit. C'était un son sec et rauque. Vous pensez petit, Monsieur Sterling? L'humanité est une faiblesse. L'empathie est un défaut. Elle ralentit la prise de décision. Elle cause l'hésitation. Imaginez un monde où les leaders peuvent faire les choix difficiles sans le fardeau de la conscience. Nous ne faisons pas des soldats, nous faisons des dieux. Vous faites des monstres, Alexander corrigea. Sémantique, maintenant la fille. Où est-ce la fille? Voulov scruta les fenêtres sombres de la maison. Elle n'est pas ici, Alexander mentit. Je l'ai mise dans un bus pour le Canada il y a 2 heures. C'est juste moi. Voulov étudia le visage d'Alexander. Il était un maître interrogateur, cherchant les micro-expressions d'un mensonge. Alexander soutint son regard, canalisant chaque once de son poker face corporatif. « Je vous crois, Voulov mentit en retour, ce qui est malheureux pour l'enfant. Elle sera orpheline ce soir. » Voulov claqua des doigts. « Amenez-le. » 2 gardes se dirigeaient envers Alexander. « Stop! » Alexander leva la boîte à lunch haut. « J'ai dit, laissez-la marcher vers moi d'abord. Elle monte dans ma voiture. Elle s'éloigne. Quand je vois ses feux arrière disparaître, je vous donne la boîte. » Voulov soupira, l'air ennuyé. « Alexander, Alexander, vous n'êtes pas en position de négocier. Vous êtes un gérant d'hôtel. Je suis un chef de guerre. Tuez-le. » Ce n'était pas un bluff. Voulov ne se souciait pas du risque de briser la fiole. Il pariait qu'il pourrait la prendre du cadavre d'Alexander. Les gardes levèrent leurs fusils. L'esprit d'Alexander s'emballa. Il avait des secondes. Il ne pouvait pas les tuer tous. Il avait besoin d'une distraction. Soudain, un son aigu perça l'air. « Hou-hou !» C'était une alarme, pas une alarme de voiture. C'était l'ancienne sirène de raid aérien installée sur le toit du manoir pendant la guerre froide. Robert Sterling avait été paranoïaque à propos d'une attaque nucléaire. Le son était assourdissant, désorientant. Les mercenaires tressaillirent, levant les yeux vers le toit. Lily. Alexander pensa, une vague de fierté et de terreur se mélangeant dans sa poitrine. Elle avait trouvé le panneau de disjoncteur dans le grenier. Dans cette fraction de seconde de confusion, Alexander bougea. Il ne chercha pas son arme. Il lança la boîte à lunch. Il la lança non pas sur Voulov, mais haut dans les airs au-dessus des têtes des gardes vers les bois profonds à sa droite. « C'est la fiole !» Alexander cria. L'instinct prit le dessus. Les mercenaires tournèrent leurs yeux, suivant l'arc de la boîte métallique. La cupidité l'emporta sur la discipline. 3 d'entre eux brisèrent la formation pour courir vers l'endroit où elle allait atterrir. Alexander sortit son arme. Bang, bang, 2 coups. 2 gardes tombèrent, se tenant les jambes. Alexander sprinta en avant, taclant le garde tenant Sarah.
Il enfonça son épaule dans l'estomac de l'homme, lui coupant le souffle. « Allez à la maison !» Alexander rugit à Sarah, la poussant vers les marches. « La boîte !» Vulov cria. « Prenez la boîte !» La boîte à lunch frappa un tronc d'arbre et claqua dans les broussailles. Les mercenaires se précipitaient pour la trouver, ignorant momentanément l'homme qui leur tirait dessus. Alexander tira à nouveau, offrant une couverture pendant que Sarah montait les marches de pierre mouillées. Des balles ébréchèrent la maçonnerie autour de sa tête. « À l'intérieur, allez !» Alexander hurla. Il recula dans les escaliers, tirant aveuglément dans l'obscurité. Une balle lui égratigna le bras, déchirant le trench coat et brûlant sa chair. Il serra les dents, l'adrénaline masquant la douleur. Il atteignit la porte, attrapa Sarah par le col de sa chemise et la tira à l'intérieur. Il claqua la lourde porte en chêne et jeta le verrou. « Lily !» Sarah cria, ses yeux fous. « Où est-elle » Grenier. Alexander arrêta, s'appuyant contre la porte alors que de lourds coups commençaient à la battre de l'extérieur. « Elle a déclenché la sirène. Elle nous a sauvés. »« Ils vont d'entrer, » Sarah pleura. « Ils ont des explosifs. »« Je sais, » Alexander dit. Il regarda son bras. Il saignait, mais pas profondément. Il regarda Sarah. Elle tremblait, mais le feu était revenu dans ses yeux. « La boîte à lunch, » elle murmura. « Vous l'avez jetée, le remède. » Alexander mit sa main dans sa poche. Il sortit la fiole en verre. « J'ai jeté une boîte à lunch contenant une pomme à moitié mangée que j'ai trouvée dans la cuisine. » Alexander dit, un sourire sombre touchant ses lèvres. « La fiole est juste ici. » Sarah le fixa, puis elle laissa échapper un court rire hystérique. « Vous êtes vraiment un bâtard, Zender. »« Je vous l'ai dit, » Alexander dit, vérifiant le chargeur de son pistolet. « Je suis un fixer. » Boum! La porte d'entrée trembla violemment. Le bois éclata. « Il force, » Alexander dit. « Nous ne pouvons pas rester ici. La bibliothèque, c'est la seule pièce avec des portes renforcées. La pièce panique de mon père. » « Nous devons récupérer Lily, » Sarah dit, se dirigeant vers les escaliers. « Pas le temps, » Alexander l'attrapa. « Le grenier est relié à la bibliothèque via la trappe de service. Elle peut glisser. Nous devons y aller maintenant. » Ils coururent dans le couloir sombre. Derrière eux, la porte d'entrée céda avec un fracas. Des cris et des faisceaux de lampes de poche remplirent le foyer. Nettoyez le rez-de-chaussée, trouvez-les. Tuez l'homme, gardez la femme. La voix de Vulov résonna, déformée par la rage. Alexander et Sarah firent irruption dans la bibliothèque. Alexander claqua les doubles portes et jeta les lourdes barres de verrouillage en fer que son père avait installées. « Lily !» Alexander hurla, courant vers la cheminée. Il ouvrit le panneau. « Lily glisse maintenant. » Un instant plus tard, une petite silhouette poussiéreuse glissa le long du puits et tomba sur le sol. « Maman !» Sarah tomba à genoux, serrant l'enfant dans ses bras. Ils pleurèrent, se serrant l'un contre l'autre dans la pièce sombre et poussiéreuse. Alexander les regarda un instant, une boule dans la gorge, mais le bruit des bottes dans le couloir le ramena à la réalité. Il regarda la fiole dans sa main, puis il regarda le mur de livres. « Cette pièce est une impasse, » Sarah dit, levant les yeux, la terreur revenant. « S'ils ont des explosifs, ces portes ne tiendront pas longtemps. » « Elles ne tiendront pas, » Alexander acquiesça. Il marcha vers le bureau. « Mais nous ne restons pas ici. » Il renversa le massif bureau en acajou. Et en dessous se trouvait un tapis. Il écarta le tapis pour révéler une trappe en acier encastrée dans le sol. « La cave à vin ?» Sarah demanda, confuse. « Cela mène juste au sous-sol. »« Pas la cave à vin, » Alexander dit, serrant la poignée. « Les tunnels. » Tunnel de la prohibition, il mène jusqu'à la rivière. Il tira. La porte ne bougea pas, elle était rouillée. Les portes de la bibliothèque résonnèrent. Les mercenaires utilisaient un bélier. « Allez !» Alexander serra les dents, tirant jusqu'à ce que les veines de son cou saillent. « Ouvre, espèce de fils de... » Crac! La rouille céda. La porte s'ouvrit en grand, révélant un trou sombre et humide et une échelle disparaissant dans l'obscurité.
Allez, Alexander ordonna. Sarah, toi d'abord avec Lily. Sarah hésita. Et vous? Je suis juste derrière vous. Sarah abaissa Lily dans le trou, puis descendit d'elle-même. Alexander se tenait au bord. Les portes de la bibliothèque éclataient. Il pouvait voir la bouche d'un fusil pointant à travers l'ouverture. Il regarda la fiole. Il regarda la clé USB. S'il les prenait, Vulov les suivrait jusqu'aux confins de la Terre. Tant que le protocole chimère existerait, il ne serait jamais en sécurité. Alexander fit un choix. Il prit la clé USB, l'antidote, et la mit dans sa poche. Puis il tint la fiole de liquide argenté au-dessus de la trappe ouverte. « Hey, Vulov! » Alexander cria dans la porte. Le martèlement s'arrêta. « Abandonnez, Sterling. Il n'y a nulle part où aller. »« Je suis lassé de cet accord! » Alexander hurla. Il brisa la fiole contre le bord en pierre de la trappe. Le verre se brisa. Le liquide argenté éclaboussa le sol, sifflant en réagissant avec l'air, se transformant en une mousse bouillonnante inutile. « Non! » Vulov hurla de l'autre côté de la porte. Alexander sauta dans le trou, tirant la trappe en acier au-dessus de lui juste au moment où les portes de la bibliothèque explosèrent vers l'intérieur. Il glissa le long de l'échelle dans l'obscurité, laissant derrière lui le monde des milliardaires et des mercenaires, descendant dans la boue pour sauver la seule chose qui comptait vraiment. Sa famille, les tunnels sous Blackwood Manor étaient un labyrinthe de pierres froides et d'eau qui goutte, sentant la terre mouillée et l'histoire oubliée. Alexander ouvrit la voie, sa lampe de poche coupant un faible faisceau à travers l'obscurité suffocante. Derrière lui, Sarah portait Lily, qui avait enfoui son visage dans l'épaule de sa mère, trop épuisée pour pleurer. Au-dessus d'eux, les bruits étouffés de cris et de destruction s'estompaient. Vulov ne les suivait pas. La fiole détruite, le prix était parti. Les poursuivre dans un danger structurel était une mauvaise décision commerciale. Et Vulov était avant tout un homme d'affaires. Ils marchèrent pendant ce qui semblait des kilomètres. Le bras d'Alexander pulsait là où la balle l'avait égratigné. La douleur vive et ancrée. C'était un rappel qu'il était vivant. C'était un rappel qu'il était humain. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Finalement, le tunnel s'élargit. Un grand portail se dressait devant. Le clair de lune se déversait à travers les bords rouillés. Alexander le força et ils trébuchèrent sur les rives boueuses de la rivière Hudson. La tempête était passée. Le ciel devenait d'un violet contusionné. Le premier soupçon de l'aube saignant sur l'horizon. L'air était froid, propre et silencieux. Sarah posa Lily. La petite fille regarda Alexander, ses yeux écarquillés. « Avons-nous gagné? » Alexander regarda la rivière, puis de nouveau l'entrée du tunnel. « Nous avons survécu, Lily. » C'est ça, c'est ça. Gagné. Il mit la main dans sa poche et sortit la clé USB. L'antidote. Les données à l'intérieur ne se contentaient pas de inverser le sérum. Elles contenaient les preuves des recherches illégales de Sterling Archer. La preuve qui démantèlerait les réseaux d'hommes comme Vulov. C'était leur police d'assurance. Tant qu'Alexander tiendrait ceci, Vulov ne les toucherait plus jamais. Et maintenant, Sarah demanda, frissonnant dans la fraîcheur du matin. Elle le regarda non pas comme un patron ou un ennemi, mais comme un frère. Maintenant, Alexander dit, enlevant son trench coat ruiné et l'enroulant autour d'elle et de Lily. Nous prenons le petit déjeuner et je ne parle pas du Gilded Spoon. 3 mois plus tard, la salle de conférence de Luminary Hospitality Group était silencieuse. Les membres du conseil fixaient Alexander Sterling. Il ne portait pas son habituel costume 3 pièces. Il portait une simple chemise boutonnée, le bouton du haut défait. « Vous démissionnez ?» le président demanda, stupéfait. « Le stock a augmenté de 20 points. Vous êtes intouchable. »« Je ne démissionne pas, » Alexander dit, s'adossant. « Je restructure. Je liquide ma participation majoritaire dans le secteur de la défense et je réinvestis le capital dans un nouveau trust. » « Un trust pourquoi? »« Pour les familles et des employés, » Alexander dit, glissant un dossier sur la table.
soins de santé, éducation, aide d'urgence. Nous ne sommes plus seulement une entreprise qui sert de la nourriture. Nous sommes une entreprise qui sert des gens. Il se leva. Réunion à journée, j'ai un rendez-vous pour le déjeuner. Alexander sortit du gratte-ciel et héla un taxi, pas une voiture privée. Il indiqua au chauffeur une petite maison de ville en bricks de Brooklyn. Quand il arriva, la porte était déjà ouverte. Sarah se tenait là, l'air saine, vibrante. Lily courut devant elle, sautant du perron dans les bras d'Alexander. Oncle Alexander, elle piailla. « Hé, gamine! » Alexander rit, la soulevant, sans affirme. Il regarda Sarah. « Vous êtes en retard. » Sarah taquina, un sourire jouant sur ses lèvres. « J'ai dû virer quelqu'un. » Alexander sourit, le poids du monde enfin tombé de ses épaules. L'ancien moi, il était mauvais pour les affaires. Ils entrèrent ensemble, la porte se refermant sur la rue, laissant le monde froid à l'extérieur. Alexander Sterling avait perdu une fortune en vente potentielle d'armes biologiques, mais il avait gagné la seule richesse qui comptait vraiment. Il avait trouvé sa meute. Et c'est l'histoire d'Alexander Sterling. Il a commencé sa journée en virant une serveuse pour être en retard de quelques minutes, s'aveuglant à la lutte humaine juste devant lui. Il pensait que le pouvoir venait du contrôle, de l'efficacité et de la peur. Mais dans les rues glissantes de pluie de New York et les tunnels sombres de son passé, il a appris la leçon la plus difficile de toutes. Le temps n'est pas de l'argent. Le temps est les moments que vous avez avec les gens que vous aimez. Alexander pensait qu'il était le fixeur qui pouvait réparer n'importe quelle entreprise en faillite. Au final, la seule chose qui avait vraiment besoin d'être réparée était lui-même. Il n'a pas seulement sauvé Sarah et Lily, elles l'ont sauvé. Elles ont transformé un homme d'acier en un homme de cœur. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si cette histoire vous a ému ou si vous croyez que la famille vaut la peine de se battre, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Je veux savoir ce que vous en pensez. Si vous étiez Alexander, auriez-vous détruit la fiole ou essayé de la vendre pour sauver le monde d'une manière différente? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous avec le hashtag #FamilyFirst. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.